l'ambassadeur charentais doit être pas loin. Je vous propose d'entrer dans notre journée. Merci à vous d'être là. Merci. D'autres vont nous rejoindre. Joseph arrive. D'autres passeront également. On ne s'est jamais convenu en l'air. Alors il y a des chaises, passeront, pour ceux qui partiront, qui auront des obligations également. Je vais merci à ceux qui vont prendre la parole pour témoigner d'engagement, particulièrement à Jean Gebré, à Elisabeth Lagarde, Claudine Bernard, de Boissy, à d'autres, et merci beaucoup de nous aider à travailler cette question des pauvretés et des solidarités en Sud-Charente. J'arrive en Sud-Charente, comme vous le savez, je découvre petit à petit. Pour vous donner un peu le contexte de ce temps de travail, nous avons l'habitude, dans l'organisation de l'Église, d'avoir des conseils pastoraux de doyennés. Notre doyenné, c'est le Sud-Charente, correspondant aux 4B et des Tardois, et donc d'avoir des conseils qui proposent des orientations pastorales, d'action et de mission pour l'ensemble de ce territoire. Et puis on s'est dit, avec les confrères prêtres, que ces rencontres-là, qui étaient souvent où participaient ceux qui étaient déjà pas mal investis dans d'autres instances de l'Église, devraient être davantage ouvertes et collaboratives et collégiales. Et donc voilà, c'est une rencontre qui est ouverte à tous ceux qui veulent participer, qui veulent travailler cette question. C'est une rencontre qui est aussi filmée. Voilà, ça permet à d'autres qui ne se déplacent pas aujourd'hui ou voilà, de participer quand même. Ça permettra aussi d'avoir une trace pour revenir sur les échanges que nous aurons eus. Donc voilà, conseil de doyenné un peu dans une forme un peu différente, un peu nouvelle, comme expérience en Charente, sur un thème qui est à la fois ancré dans des orientations diocésaines de 2018, c'était un des axes missionnaires que nous étions donnés en diocèse, la solidarité, qui prend sa place pendant une année diocésaine de la mission et de la solidarité. Donc c'est vrai que nous avons demandé de travailler de façon plus réelle cette question-là. Nous nous y employons aujourd'hui. Et puis nous nous y employons aujourd'hui dans un contexte d'actualité qui nécessite tant le regard que la réflexion que l'action. Et donc il nous paraissait important aussi en tant que chrétiens de voir comment prendre notre place et comment nous engager. Voilà un peu les deux buts de la journée. À la fois prendre conscience des réalités qui existent en Sud-Charente, se les approprier pour pouvoir mieux s'investir et s'engager. Ce sera un peu les deux temps que nous allons vivre. Un premier temps pour regarder et comprendre, faire un tour d'horizon, donc un panoramique des pauvretés et des solidarités, et des mouvements, notamment la crise sanitaire, mais aussi une crise sociale, une crise économique, et puis toutes ces crises-là sont liées. Et comment est-ce que la situation que nous connaissons fait bouger des pauvretés et des solidarités. Pour ce premier moment, merci encore à ceux qui ont accepté de nous rejoindre pour parler de leurs engagements. On prendra d'abord le temps de les écouter. Ce qu'ils observent. Et puis ensuite, on va échanger évidemment. On fera attention au respect sanitaire en se passant les micros. Ça va prendre le micro aussi pour entendre mieux. Et puis le deuxième temps, peut-être le repas, la technique, voir quel avenir de la parole de Dieu. On aura entendu des choses, on pourra écouter la parole de Dieu, mais aussi animer le peuple des chrétiens, et voir comment nous engager plus résolument, peut-être faire écho de ce qu'on aura entendu, transmettre des appels, des invitations. C'est quelque chose que ceux qui interviennent peuvent nous transmettre aussi.
des interpellations, des appels, voilà, pour que nous sachions y répondre. J'avais envie de commencer par une petite. Alors, j'ai eu préparé cette journée la chance de pouvoir discuter avec les uns les autres et d'avoir quelques documents en main. Et juste pour voir de qui nous parlons, je vous propose un petit regard objectif, statistique sur le sud Charente. Voilà. Voilà, qui correspond à ce territoire, qui est un territoire à forte ruralité, entre 27 habitants au kilomètre carré. Voilà. Venant de ma campagne, j'étais à la campagne, c'était un peu plus. Avec 90% des communes qui ont moins de 1000 habitants, en fait, c'est des petites communes. Voilà. Avec une population, on va sûrement reparler vieillissante, plus de 33%, donc plus du tiers de la population qui a plus de 60 ans, et 14% qui a plus de 75 ans, et très faible proportion de la population qui a entre 18 et 24 ans, donc elles sont plutôt âgées. Avec un faible niveau de diplôme, on remarque davantage il y a un rapport de 3,5, je crois, entre les ouvriers et puis les cadres de profession libérale. Il y a 3 ouvriers et demi pour une profession libérale ou un cadre. Donc on voit aussi ce déséquilibre, ou cet équilibre. Voilà. Il y a un seul migrateur positif, sachant que les Anglais comptent beaucoup pour la proportion d'étrangers sur notre territoire. Voilà. C'est une marque aussi particulière. On essaie de prendre en compte avec nos premières messes en anglais fin janvier dans le Sud-Charente. Voilà, c'est des indicateurs de précarité. Près de 70% des foyers fiscaux qui ne sont pas imposés. C'est pas rien. Et 10% de bénéficiaires du RSA. Ceux qui travaillent davantage ces réalités pourront peut-être affiner. C'est grossier, mais voilà. Et puis, on parlera aussi certainement dans la journée des difficultés d'accès. On pense aux médecins. Voilà, des endroits en Sud-Charente qui mettent 30 à 45 minutes pour atteindre le premier service d'urgence. C'est une réalité. Et puis, il y a des statistiques aussi de médecins généralistes ou des spécialités qui ont beaucoup plus de 60 ans. Ça veut dire qu'il y a pas forcément déjà, ils ne sont pas très nombreux, en plus, on va avoir des soucis de renouvellement. Et avec ça, des soucis de mobilité, sûrement, pour les retrouver. Voilà. Et avec un faible taux d'infrastructure de transport, surtout les communes, apparemment, ne sont pas touchées par les réseaux de transport en commun. Voilà. Pour dire un peu que pauvreté et solidarité, on les a mis au pluriel dans notre intitulé de journée. Et je pense que c'est intéressant de balayer toutes les pauvretés qu'on peut imaginer, qu'on peut rencontrer, pauvreté économique, pauvreté sociale, mais aussi précarité due au vieillissement, due à la santé, due à la culture, due au manque de mobilité, due au manque de connexion aussi à Internet, c'est un outil important aujourd'hui, qui peut, quand on est privé, on est amputé d'un certain nombre de services. Voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de balayer. Voilà, toute la diversité des intervenants, ceux qui étaient annoncés sur la fiche, mais qui ne voulaient pas être exhaustifs, mais plutôt montrer la diversité de ce que nous pouvons et voulons observer. Voilà. Alors merci à Isabelle Lagarde, qui est maire d'Oriol et qui est au conseil départemental et qui porte aussi ces questions-là de solidarité, notamment avec la MDPH aussi, et d'autres. Là, Georges Gray, de la Fédération des centres sociaux de Charente, et très impliqué dans le réseau Mona Lisa,
mais nous parlerons aussi les sciences sociaux permettent d'avoir un regard sur l'ensemble de la population, des jeunes et puis des personnes plus âgées. Et donc son regard est important et intéressant. On a des personnes du Secours catholique également, de Barbezieux, de Crossac, qui sont là, disons, voilà, qui pourront dire celles et ceux qui le rencontrent. Des représentants de la Croix-Rouge à Villebois-la-Tête, voilà, avec Claudine et Bernard de Boissy, Jacqueline Jaboulot, alors, de la DNR, merci d'être là, la DNR plutôt Crossac, mais voilà, on va aussi nous faire part de votre expérience. Il y a également des membres de Saint-Vincent-de-Paul qui sont présents, d'autres qui nous rejoindront un peu plus tard. Benoît Delac pour nous parler aussi du contrat local de santé, de ce que c'est ce contrat local de santé, puis qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre regard, dans notre travail. Voilà. Et la diversité du regard, du panoramique que nous pouvons avoir pour pouvoir nous y insérer et nous y engager. Voilà, j'ai assez parlé. Alors, je vais laisser la parole à d'autres. Je vous propose, vous avez la garde, si vous voulez, de venir commencer à nous aider. Je me lève. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être avec vous. Je le fais tout à fait spontanément et j'aime ces temps de rencontre où on va pouvoir échanger parce que, oui, je vais aborder le sujet. Alors, moi, j'avais envie de dire solidarité et lutter contre les pauvretés. En fait, j'inverse le titre. Je crois que c'est notre rôle à chacun, justement, comment on veut agir. Avant, donc, je me représente, mais effectivement, je suis Léandre depuis peu, j'étais Léandre déjà depuis un certain nombre d'années. C'est une mission aussi qui nous engage beaucoup, justement, en termes de solidarité. Tous les jours, en tant que maire, on est interpellé pour des problèmes de pauvreté, puisqu'on, dans la pauvreté, on va mettre l'accès aux soins, l'accès aux droits, l'accès à la vie locale, sociale, le droit au travail, le droit à la culture, le droit à tout, en fait, et ça, c'est justement toutes ces actions-là qui permettent de lutter contre la pauvreté. Donc ça, c'est en tant que maire, on agit au quotidien. Et puis, je suis donc également à la conseillère départementale, du canton de Charente-Sud, en union avec Joël Chalot. Et j'ai eu le plaisir, donc, depuis 2015, d'être vice-présidente au département. Et je suis en charge des solidarités pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et puis donc, je suis présidente de la MDH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Et on sait combien, aujourd'hui, il est important d'accompagner ces personnes. C'est une politique que je ne connaissais pas, même si j'avais une certaine appétence. J'ai toujours été assez près des personnes relationnelles. Alors, mon métier, je travaille à l'hôpital Barbezieux. Je ne suis pas israélienne, je suis administrative. Je travaille à la direction des ressources humaines. J'étais, puisque je travaille un petit peu moins maintenant, j'étais chargée de la formation du personnel. Donc, encore là, beaucoup de relations pour les personnes qui sont en activité. Je dirais que le relationnel, ça a toujours été quelque chose qui m'a animée dans ma vie. Alors, je ne sais pas comment reprendre. En tout cas, je vais peut-être d'abord parler du département avec. Vous savez que le département est chef de file des solidarités. Donc, des solidarités humaines, des solidarités territoriales. On parle aujourd'hui peut-être plus de solidarité humaine. Et donc, s'agissant des solidarités humaines, on a l'enfance et la famille, là aussi, on a engagé dans les solidarités et lutter contre des pauvretés, notamment des enfants, vous savez, qui sont en difficulté dans les familles. Donc le département agit auprès de ces familles, soit pour aider les parents à la parentalité, et là, tant mieux quand on y arrive, parce que ça veut dire que les enfants restent avec leurs parents, et c'est important de créer, de maintenir ce lien. Et puis malheureusement, quand ce n'est plus possible, il y a des mesures de justice qui confient les enfants à des familles d'accueil, mais pour autant, on n'oublie pas le lien entre les parents et les enfants, et on essaie de conserver, et on accompagne, ça c'est le rôle du département, on accompagne les parents à retrouver un groupe de parents qui permettrait
de retrouver les enfants. Donc, famille, enfance, famille. Ensuite, il y a une autre politique, donc c'est celle qui accompagne les bénéficiaires du RSA, les personnes qui sont sans emploi, qui malheureusement un constat aujourd'hui, et je crois que les chiffres parlaient bien tout à l'heure, on a le nombre de bénéficiaires du RSA augmente, et encore plus avec la crise sanitaire. Beaucoup de personnes sont très très éloignées de l'emploi. On aurait souvent tendance à dire, mais enfin on ne comprend pas, on a la première, je le disais, on ne comprend pas, on a d'un côté des offres d'emploi, puis de l'autre côté beaucoup de personnes qui sont sous emploi, mais comment ça se fait que les gens ne travaillent pas? Et c'est qu'avant d'accéder à l'emploi, il y a beaucoup de freins à lever, il y a des freins bien souvent d'ordre de santé, sociale, et puis aussi de retrouver une confiance en soi. Donc il y a ce travail-là aussi mené au niveau du département et avec les associations du département qui accompagnent les bénéficiaires du RSA. Je vous le dresse très rapidement, mais par contre, n'hésitez pas à poser des questions après. Et puis la politique que je mène, donc en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors pour vous dire, c'est le plus gros budget du département. Pour le budget 2021, j'ai fait voter 118 millions d'euros en direction de ce public-là. Et on comprend bien pourquoi, puisque à travers les solidarités pour les personnes âgées et les personnes handicapées, il y a plusieurs choses. En tout cas, c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est d'abord le maintien à domicile, autant que se peut, puisqu'on veut tous rester à la maison le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut accompagner. Il faut accompagner sur le logement, puisque bien souvent, les logements ne sont pas adaptés ou sont trop isolés. Donc, on agit aussi sur l'aide à l'habitat. Ensuite, lorsque les personnes perdent de l'autonomie, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois que Jacqueline le fera bien mieux que moi, eh bien, on accompagne par des plans d'aide, donc le département finance des plans d'aide, et puis le plan d'aide est confié, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. C'est quoi les actes essentiels? C'est se lever, se laver, s'habiller, se nourrir. Et dès lors que toutes ces actions ne peuvent pas être faites en autonomie, eh bien, on peut mettre en place un plan d'aide qui s'appelle le plan APA pour les personnes. Et c'est confié ensuite avec les services d'aide à domicile. Et en l'occurrence, dans le Sud-Charente, c'est essentiellement la DMR et la Croix-Rouge qui interviennent, mais il y a aussi d'autres services. Ça permet de rester à la maison le plus longtemps possible. Et puis, pour garder le plus d'autonomie possible, eh bien, on fait des actions de prévention pour permettre justement de garder cette autonomie. Alors, les actions de prévention, ça va être justement l'outil informatique, parce qu'on a besoin d'être aidé, d'être formé. Ça va être comment s'alimenter correctement pour justement garder la forme et garder son autonomie. Ça va être alors l'isolement des personnes, mais je laisserai à dire sur ce sujet-là. Ça va être l'activité physique, puisqu'on sait combien il est important de garder l'activité physique pour maintenir son autonomie, et puis bien encore, on agit sur la prévention. Et ensuite, lorsque le maintien à domicile n'est pas possible ou n'est plus possible, on propose des solutions alternatives, puisqu'on ne veut pas forcément passer de la maison à l'EHPAD, et encore moins maintenant. On veut plutôt des solutions alternatives, c'est-à-dire plutôt être dans des immeubles, ce qu'on appelle des logements partagés, ou des logements regroupés. En fait, on ne veut pas être seul, tout simplement. On veut être en sécurité, avec des commerces. Alors, des commerces fixes ou des commerces ambulants. Moi, je défends largement au niveau du département, et on sait combien, parce qu'en milieu rural, nous n'avons pas de commerce dans les petites communes. Je vais vous citer un exemple de la commune. J'ai absolument aucun commerce, alors toute petite commune de moins de 300 habitants. Pour autant, on est en train de construire 4 maisons en cœur de bourg pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Les logements seront adaptés à la carte d'autonomie, c'est-à-dire la salle de bain adaptée, pas de marche, beaucoup de domotique, ça veut dire les volets roulants. On adapte tout à la carte d'autonomie, on met des aides techniques dans la maison aussi. Et puis, alors, il n'y a pas de commerce. Mais par contre, on organise à ce qu'il y ait des commerces ambulants. Pourquoi? Parce que finalement, on peut être dans une commune où on a un boulanger qui est à 300 mètres. Il peut être à 300 mètres, si on ne peut pas les faire à 300 mètres. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir le boulanger. En fait, ce qu'il faut, c'est que le boulanger puisse arriver à la maison le pain à la baguette. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut qu'on développe, je pense, dans notre Sud-Charente,
le commerce ambulant. Ça, c'est quelque chose que je défends aussi au département et pour lequel il y a des aides qui peuvent être apportées pour ceux qui ont des initiatives. Et donc, ces solutions alternatives, elles sont là pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, parce que ça leur permet de rester en toute autonomie sans être dans des établissements. Quand ces solutions alternatives, il y a les familles d'accueil aussi. C'est une solution d'hébergement qui, à mon sens, n'est pas suffisamment connue. Être en famille d'accueil, ça veut dire qu'on est comme à la maison, mais on n'est pas à la maison, on est chez quelqu'un d'autre. Et ces familles d'accueil sont agréées par le département. J'ai le plaisir de présider dans cette commission. Et en famille d'accueil, on peut être jusqu'à 3 personnes âgées en situation de handicap maximum dans la maison. Et on vit comme à la maison, mais on est avec quelqu'un. Donc on a un certain nombre de solutions, on a de la chance, on a plusieurs familles d'accueil, c'est qu'on a assez bien développé. Sur le département, ça reste à être promu, je pense. Et puis, lorsque ces solutions alternatives ne conviennent pas ou ne sont pas suffisantes, il y a les établissements. Les établissements, donc les EHPAD pour les personnes âgées, et puis les établissements pour les personnes handicapées. Et là, on a aussi une autre solidarité à mener, on le sait, puisqu'il faut lever le frein du coût, parce que ça coûte, malheureusement, aujourd'hui, la dépendance, la perte d'autonomie, coûte à l'usager, à la France. Quand on ne peut pas payer ses frais d'hébergement en EHPAD, on fait ce qu'on appelle une demande d'aide sociale. Donc on va d'abord regarder si la solidarité familiale peut s'opérer, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, s'ils peuvent aider les parents à financer l'hébergement. Pour ça, si vous avez besoin, je pourrais rentrer plus en détail, là j'en dirai plus. Et puis lorsque la solidarité familiale ne peut pas s'opérer, tout simplement, eh bien, le département vient tout ou partie financer l'aide sociale à l'hébergement. Il y a des recours sur succession, ça s'explique, ça je peux vous donner les renseignements que vous souhaitez, mais je ne rentre pas plus en détail aujourd'hui. Donc voilà sur les solidarités au niveau départemental. Je vais revenir moi sur, alors oui aussi par l'accès aux soins, Benoît parlera du CLS et des actions. Moi je vais parler du département sur ce que l'on a souhaité mener. On disait tout à l'heure qu'il y avait, c'est vrai, beaucoup de médecins arrivent à la retraite. Beaucoup de médecins décrochent leur place, mais pour autant ne sont pas remplacés. Et puis on peut se dire une chose, c'est que quand on décroche une place, il faut en rapprocher deux, parce que la pratique médicale d'avant, de maintenant, ne sera plus la pratique de demain, c'est-à-dire que les médecins, et à quelque part ils ont bien raison, ils veulent non seulement travailler, mais ils veulent aussi avoir une vie privée. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les médecins avaient un peu mal avoir une vie privée, puisque c'était presque jour et nuit qu'ils étaient présents sur le territoire pour aller voir leurs patients. Donc, force est de constater qu'on manquait de médecins. Beaucoup de médecins sont taisés. Alors, le département a souhaité vraiment qu'on toute notre part dans cette problématique. On a fait un diagnostic. Alors aussi, moi j'ai le plaisir de piloter avec une de mes collègues ce sujet-là. On a fait le constat que beaucoup de médecins sont taisés, mais ne pratiquent pas. Et on s'est dit, bon, enfin, pourquoi? C'est très simple, En tout cas, le constat est fait, beaucoup de femmes sont taisées ne pratiquent pas. Parce que là aussi, se mettre libéral, ça veut dire qu'on est à temps plein. Une femme médecin très souvent préférerait avoir un petit peu de temps pour sa famille, s'occuper de ses enfants, de son mari et profiter de la vie tout simplement. Donc, il y a une incompréhension et une difficulté à mettre en œuvre l'activité libérale. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Beaucoup de médecins aussi qui arrivent en fin de carrière et qui sont fatigués de l'administratif qu'il y a autour de leur activité. Non seulement l'activité médicale, la consultation, mais il y a aussi tout l'administratif à côté. C'est pesant. Et donc, à certains membres voudraient terminer leur carrière un petit peu plus librement, calmement, et prendre un petit peu plus de temps pour eux. Forcé de tous ces constats, il y a un autre encore, le département a souhaité créer des centres de santé où on salarie des médecins. Et donc, au départ, notre projet, c'était d'ouvrir 2 centres de santé. Et bien, nous sommes à 4 aujourd'hui. Et nous allons aussi ouvrir des antennes. Et alors, pour ce qui est du Sud-Charente, je l'espère très très vite, en tout cas, mi-avril, c'est prévu. Alors, il y a un centre de santé à Coteau-du-Lanzac, et puis des antennes qui vont s'ouvrir à Boussac et à Belle, puisqu'il y a des besoins, puisqu'il y a des médecins qui sont partis en retraite et qui n'ont pas été remplacés.
Donc ça, c'est quelque chose. Alors ensuite, sur la vallée des Beaunes, on est en train de travailler aussi, puisque Chalel n'est pas un médecin. Donc là aussi, il faudra œuvrer et travailler avec les communes pour pouvoir venir aider à la désertification médicale de ce secteur. Au fur et à mesure, on essaie d'apporter des solutions en ce qui concerne l'accès aux soins pour les Charentais. Et puis il y a l'accès au droit, lutte contre la pauvreté. Vous savez que le gouvernement a mis en place un plan de lutte contre la pauvreté. Et je disais qu'en préambule, il y a quelque temps, dans une réunion, plus de 30% des personnes ne font pas valoir leurs droits, tant pour, par exemple, le RSA, mais pas que, tout ce qui est de la santé, tout ce qui est des aides pour la carte, et pourquoi. Bien souvent, malheureusement, des personnes vont toquer, comme je dis, à une porte, à la mairie ou ailleurs, dans les missions locales, les territoires d'action sociale, et finalement, force est de constater aujourd'hui que chacun est dans son domaine de compétences, mais ne sait pas forcément répondre pour tout. Alors, une personne qui vient de qui est déjà en difficulté, qui dit, ben voilà, je veux faire un renseignement sur un emploi, sur ci, sur ça, et qu'en face on lui dit, bah oui, désolé, mais c'est pas nous, mais on ne sait pas répondre. Et bien souvent, on referme cette porte et finalement, on va passer à une autre. Donc, lutte contre la pauvreté, c'est aussi mettre en œuvre ce plan d'accès aux droits, et on l'appelle le premier accueil social inconditionnel de proximité. On va l'expérimenter sur le territoire de cette Charente, une chance, et c'est mené avec le département, expérimenté sur le territoire de cette Charente, et j'ai le plaisir de piloter pour le Sud Charente. Et donc l'objet c'est quoi? C'est de mettre autour de la table tous les acteurs qui aujourd'hui sont amenés à être sollicités par les citoyens. Donc ce sont les CCAS, ce sont les territoires d'action sociale, ce sont les secrétaires de la mairie, j'en suis sûre, je pense. On va tous se mettre autour de la table et on va juste dire, dites-moi ce que vous faites vous. On va pas le faire à votre place, mais dites-moi ce que vous faites vous, de manière à ce que lorsqu'on viendra m'interroger, je pourrais dire, c'est pas moi, mais je sais où vous dirigez, et je vais vous diriger là. C'est ça, c'est exactement ça l'objectif de ce premier accueil social inconditionnel de proximité. Et là aussi, c'est lutter contre les pauvretés. C'est une solidarité pour lutter contre la pauvreté. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai dû oublier des choses, mais je crois qu'il y a de vaccination. Ça va pas peut-être de moi. C'est agir aussi dans nos communes, qui habitent à Brossac. La vaccination, aujourd'hui, c'est un souci, puisqu'il y a une communication qui nous dit à l'échelle nationale, il faut vacciner pour sortir de cette. Mais malheureusement, sur le terrain, la vaccination n'est pas simple à mener. Et donc, alors, tout ce qui est sanitaire, ça relève de l'Agence régionale de santé. Donc, la vaccination en tant que telle, c'est l'Agence régionale de santé. Pour autant, nous, les collectivités, donc c'est le pays, c'est le département, c'est la communauté de communes, et puis c'est la commune. Comment on peut agir? Comment on peut aider à ce que la vaccination soit la plus facile possible? Alors, à l'échelle de 4 villes, je crois que ça s'est fait aussi pour la ville du Rhône, on a essayé de faciliter quand il a s'agit de mettre en place la vaccination depuis 75 ans. Plutôt que, parce que moi je sais, j'avais été interpellée par des personnes qui disaient, j'ai passé 5 heures au téléphone, j'ai une personne, je n'ai pas pu prendre rendez-vous. Ah oui, évidemment. Et de l'autre côté, le centre de vaccination était frustré aussi de ne pas pouvoir répondre. Donc on a proposé pour l'échelle des collectivités d'organiser la vaccination. Donc les mairies, alors les maires, les secrétaires, les conseillers municipaux ont pris le téléphone. Et d'abord, ça a permis aussi de se mettre en contact avec les personnes de plus de 75 ans. Moi, je sais que personnellement, dans la commune, je l'ai fait. J'ai appelé toutes les personnes de plus de 75 ans. J'ai passé au moins un quart d'heure chaque fois. Mais j'avais un contact avec ces personnes. Je savais comment elles allaient. Je savais quelles étaient leurs problématiques qu'elles rencontraient au quotidien. Et je leur proposais, si elles voulaient se faire vacciner, de prendre le rendez-vous à leur place, d'organiser à leur place et de leur ramener chez eux la convocation de la vaccination, de la première injection et de la deuxième injection. Donc voilà une manière pour nous aussi d'aller vers et d'être solidaires
pour les personnes justement qui sollicitaient les vaccinations. Je ne sais pas si, voilà, en tout cas, ça m'a fait cool, je veux bien partager plein de choses, mais je vais laisser la parole aux autres aussi. Merci. 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 Merci pour ce témoignage, ce panorama. Ouais, on voit qu'il y a plein de choses qui sont reliées à la famille, les enfants, le travail, les personnes âgées handicapées, l'accès aux soins, l'accès aux droits. Évidemment, tout ça est lié. J'invite Jean-José peut-être à prendre la suite. Voilà, avec son expérience aux fédérations des centres sociaux en Charente, et notamment en Charente, on dit ce réseau Sonalisa. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. C'est une grande première en fait, pour moi de vous retrouver au nom des centres sociaux, de vous retrouver auprès de la communauté chrétienne. C'est vrai que c'est un décloisonnement pour nous, c'est-à-dire cette idée d'habiter comme ça de manière très large des institutions, des structures d'éducation populaire comme les nôtres, c'est pas banal quand même. Donc merci pour cette initiative, parce qu'effectivement on se dit que c'est en décloisonnant justement qu'on va réussir à sans doute lutter contre la pauvreté au mieux, ou lutter contre l'isolement des personnes âgées, comme je vais vous présenter tout à l'heure. Donc moi je suis Georges Aubray, je suis délégué de la Fédération des centres sociaux de Charente. Donc les centres sociaux, rapidement, c'est des structures qui interviennent sur les territoires. Vous en connaissez sans doute ici, en Sud-Charente, il y a le centre social culturel de Bar-Basilien, on a le centre social Envol à Chalais, et puis il y a également des petites structures qui interviennent également dans cette philosophie qu'on défend. Par exemple, Montmoreau, vous avez l'Oison, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, l'Oison, une structure qui a un espace de vie sociale et qui intervient également sur le territoire de Montmoreau. Rapidement, c'est des structures qui ont une approche globale, c'est un peu dit tout à l'heure, mais effectivement, on se dit que la personne ne peut pas la saucissonner dans une catégorie ou dans un secteur ou dans une vision uniquement, mais la personne, elle est pleine et entière, elle est constituée de sa famille, de son éducation, de ses aspirations, de ses envies, de ses rêves, de ses colères aussi, de son niveau de vie, de sa profession, etc. Et du coup, dans un centre social, c'est vraiment l'idée d'accueillir la personne dans toute sa globalité. Et donc, on a une approche qu'on appelle une approche globale, l'animation globale, et on est vraiment sur ce versant-là. Et avec un autre versant également, c'est que l'idée, c'est de faire avec les gens. C'est-à-dire, on n'agit pas pour les gens, mais l'idée, c'est vraiment de faire avec eux, d'évaluer avec eux nos actions, et de faire en sorte que la personne soit vraiment actrice de sa vie, mais aussi de son territoire, enfin, de ses projets, de ses actions. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on défend dans nos structures. Et je ne vais pas décrire toutes les actions qu'on mène au Sud-Charente, mais on peut intervenir sur les questions de mobilité avec la NOS, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais c'est plusieurs services, plusieurs actions, plusieurs projets qui luttent contre justement qui œuvrent pour plus de mobilité sur les territoires. La question de l'enfance-jeunesse, bien évidemment, comment on accompagne les jeunes. La question de parentalité, comment on accompagne les parents au quotidien en fonction parentale. Et puis il y a également effectivement la question de pauvreté aussi. On a d'ailleurs notamment en Sud-Charente des centres sociaux qui sont qui prennent vraiment ces questions à bras-le-corps, notamment dans des chantiers d'insertion par exemple. On a 2 chantiers d'insertion portés par les centres sociaux. On a également des épiceries sociales. Et puis il y a des microcrédits qui sont portés par les structures, etc. On a plusieurs actions qui sont proposées pour les personnes en voie de précarité. Alors si je suis venu là aussi, c'est surtout et avant tout pour parler d'Onalisa. Onalisa, c'est la mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et donc la Fédération des centres sociaux, elle développe en fait cette coopération au niveau de la Charente. D'abord, je vais vous dresser le portrait rapidement pour qu'on ait une idée de qu'est-ce qu'on entend par l'isolement des personnes âgées. En France, donc, il y a. Alors, vous avez donc vu les chiffres
tout à l'heure, les noms, une personne plus avant l'indiqué, c'est 33,8% de plus de 60 ans en Sud-Charente. C'est intéressant de comparer par rapport aux données nationales, c'est-à-dire et au niveau national, c'est 25% de personnes de plus de 60 ans qui ont plus de 60 ans. Donc on voit, voilà, le delta, effectivement, il y a 8% d'écart entre le niveau national et puis le Sud-Charente, qui a effectivement un important vieillissement. Alors, c'est pas le territoire le plus, qui connaît ça le plus en Charente. Il y a aussi des territoires où on a passé des 40, voire 45% de plus de 60 ans. Mais 33%, c'est quand même pas rien. Quand on parle d'isolement social chez les personnes âgées, on parle d'isolement, en fait, il y a 5 branches. Alors, je ne sais pas si vous en avez une idée, mais les 5 branches si je pense que vous en avez une idée, parce que ça va vous parler, qui sont identifiées, c'est la famille, le réseau familial. On a des réseaux aussi professionnels. Alors quand on est retraité, les réseaux professionnels, on peut les entretenir encore avec les anciens collègues qu'on voit régulièrement. Mais du coup, qui deviennent des amis. Donc là, c'est le réseau amical. On a aussi le réseau amical qu'on peut entretenir. Le réseau affinitaire, c'est son conjoint, sa conjointe. Et puis le réseau territorial, ça c'est important, c'est le voisinage, c'est-à-dire des gens qu'on retrouve aussi régulièrement, avec qui on a aussi peut-être des liens, pas forcément d'amitié, mais des liens qu'on entretient régulièrement. Quand on parle d'isolement, c'est quand ces 5 branches, elles sont complètement dégradées. C'est-à-dire que quand on n'a plus en fait, de lien, qu'on a perdu le lien avec ses amis, qu'on n'a plus de lien avec ses collègues, ses anciens collègues, qu'au niveau de la famille, les enfants sont loin, peut-être qu'ils appellent une fois toutes les 2 semaines. On a perdu son conjoint, et puis au niveau territorial, on est dans un territoire où il y a tellement de densité qu'on voit, il n'y a pas de densité, et du coup ces voisins sont loin et on ne les voit pas souvent. Donc on est sur, quand on parle d'isolement subi, de solitude subie, c'est quand voilà, on subit en fait le fait qu'on se retrouve un peu isolé. Quoi. Et c'est pas rien parce que les petits frères des pauvres, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une structure qui intervient au niveau national et qui est vraiment spécifique, qui porte aussi Mona-Lisa au niveau national et qui fait des études assez régulièrement. Et la question quand même est assez importante parce que pour les plus de 75 ans, ils ont fait une étude qui montre qu'il y a une personne sur 4 qui est, où on dit qu'elle est en situation d'isolement subi, de solitude subie. C'est-à-dire que les 5 branches que je vous ai évoquées, elles sont plus là. Donc ça c'est relativement important quand même, une personne sur 4. Et avec le confinement, je suis allé chercher aussi les données là par rapport au confinement, il y a une grosse inquiétude, notamment sur les plus de 75 ans. Et on a donc le petit frère des pauvres, pareil, qui ont fait un rapport qui dit que 720 000 personnes âgées n'ont pas eu de contact pendant la période du premier confinement. Alors ça, c'était une étude qui a été faite pour le premier confinement. Aucun contact pendant la période du premier confinement pour 720 000 personnes en France. C'est pas mal, de plus de 75 ans. Cette solitude subie, le risque derrière, voilà, je plante le décor pour dire combien c'est quand même important cette question-là, parce que c'est pas rien, c'est qu'il y a un sentiment d'inutilité, c'est-à-dire si je ne vois personne, je ne compte pour personne, et donc du coup je me sens inutile. Une dégradation de l'estime de soi, c'est-à-dire que qui je suis au final, un repli sur soi, et puis des formes de dépression, avec des formes de dépression qui peuvent être très graves. On parle même de mort sociale, alors ça c'est un terme que j'aime pas trop, je trouve un peu dur, mais il y a quand même voilà, des chercheurs, des personnes qui parlent de mort sociale. Donc Mona-Lisa, l'idée, nous, c'est d'intervenir, de faire en sorte de lutter contre ça, de ce phénomène, qui est quand même relativement important, qui est une question sociale qui ne touche pas que les personnes âgées, ça c'est important de se le dire. C'est une question de société, c'est-à-dire c'est de se dire en fait que c'est une question qui appartient à tous. Alors la communauté religieuse, mais aussi les citoyens, tous citoyens, enfin les institutions, les collectivités locales, les mairies, etc. C'est vraiment, même en tant que voisin, d'avoir le souci de son voisin, c'est aussi important. Donc c'est vraiment voilà, dire que c'est une question sociale qui est très large, qui doit être traitée par tout le monde, c'est pas que le problème des personnes âgées, justement. Et donc, Mona-Lisa, en partant de ce principe-là, elle vise 3 objectifs. Le premier, c'est de monter des équipes citoyennes, c'est-à-dire que le plus possible, qu'il y ait des équipes citoyennes un peu partout en Charente, alors pour nous c'est la Charente, hein, donc un peu partout en Charente, alors qu'il y ait des équipes citoyennes, c'est-à-dire des bénévoles qui, pas nécessairement au quotidien, mais qui régulièrement vont agir, vont intervenir pour aller vers les personnes âgées isolées, pour trouver des solutions avec elles, soit faire des visites à domicile,
soit les accompagner pour des actions collectives, etc. Donc là, par exemple, on a les représentants du Secours catholique de Brossard. Donc le Secours catholique de Brossard sont une équipe citoyenne. Alors il y a 4-5 bénévoles, mais c'est pas rien. 4 bénévoles, c'est pas rien quand même, il faut le dire. Qui font des visites à domicile auprès des personnes qui, pendant le confinement, par exemple, si on passait des appels téléphoniques régulièrement pour voir comment aider les personnes, etc. Donc en tout, maintenant on a 19 équipes citoyennes en Charente. Et puis voilà, on tend à essayer de développer ça le plus possible. La deuxième chose, c'est la communication, c'est-à-dire favoriser la communication, parce que je fais là aujourd'hui face à vous, c'est de communiquer aussi cette question sociale le plus possible. Donc dans les journaux, on essaie d'avoir des articles, on en a d'ailleurs, il y a quand même un écho favorable de la presse par rapport à ça. Mais aussi, on a des tracts, des flyers, des choses comme ça. Enfin, je peux vous en distribuer si vous en voulez plus. D'ailleurs, il est distribué autour de vous, j'en ai amené quelques-uns, pas de problème pour vous en communiquer. Et enfin, la dernière chose, c'est des coopérations entre acteurs, c'est-à-dire que ça ne suffit pas en fait d'avoir des équipes citoyennes, si elles sont isolées, ça ne marchera pas. L'idée en fait, c'est d'être, et c'est ce que vous faites là aujourd'hui, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui qui est super, c'est de mettre toutes les énergies de tous les acteurs qui luttent contre l'isolement ensemble pour justement essayer de trouver des solutions pour les personnes qui sont identifiées, pour croiser les regards, pour faire en sorte que les uns les autres on puisse s'accompagner pour trouver, par exemple, il y a une personne isolée ici, tiens, là, je connais quelqu'un ici, un bénévole qui a du temps libre et qui pourrait prêter main forte et accompagner. Donc voilà, c'est enfin un maillage d'acteurs comme ça que ça peut être possible. Et par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est que grâce à la conférence des financeurs présidée par Mme Lagarde, on a un financement pour le Sud-Charente. Donc à partir de cette année, on va pouvoir avoir une coordination locale en Sud-Charente, c'est-à-dire une personne, alors ça ne sera pas plein temps, mais qui aura quand même un temps dédié pour accompagner des dynamiques en Sud-Charente, donc avec les collectivités locales. Enfin, il y aura et on prévoit une rencontre le 29 avril, le 29 avril à Montmoreau. On invitera tous les acteurs, les élus, les acteurs associatifs, les institutions pour lancer un peu cette démarche et faire en sorte que l'on puisse accélérer le mouvement, justement, notamment Sud-Charente. Il faut savoir qu'on reçoit la ligne téléphonique Mona Lisa avec des personnes qui sont, qu'on nous dit, isolées sur le Sud-Charente, enfin sur toute la Charente, pardon. Et je voulais vous dire qu'en Sud-Charente, il y a beaucoup d'appels. Enfin, on a effectivement beaucoup de besoins. Et ça a monté là pendant le confinement assez fortement. Dans des communes très remplies. Ils ne sont pas dans les centres-bourgs. On est dans des communes que moi-même je ne connaissais pas. Enfin, je vais aller voir beaucoup sur Google Maps pour recruter la commune, parce que je n'ai jamais entendu parler. C'est vraiment des communes qui ne sont pas nécessairement les centres-bourgs, mais vraiment assez loin. Voilà, et puis dire que c'est un appel citoyen qu'on lance, c'est-à-dire que chacun en fait peut à sa façon, à sa manière porter cette dynamique Mona Lisa. Rien que le fait autour de vous d'en parler de cette question-là, d'en parler autour de vous dans les repas de famille ou avec vos amis, etc. C'est déjà bien, enfin c'est déjà important. Et puis après, s'engager dans une équipe citoyenne, ou en parler avec les ADMR, les CCRS, qui sont communaux d'action sociale, les secours catholiques locaux, la Croix-Rouge, etc. Enfin, tous les acteurs locaux, les centres sociaux, etc. Ça peut aider sans problème. J'ai oublié de vous dire, je finirai là-dessus, et je tiens à saluer leur travail, parce que c'est vraiment énorme quand même ce que font ces bénévoles. On a 3 équipes citoyennes en Sud-Charente aujourd'hui. Donc il y a le Secours catholique de Brossac, il y a l'ISAM à Montmoreau, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le docteur Louis qui a monté ça sur Montmoreau, et il y a une vingtaine de bénévoles là, qui est très impliqués sur Montmoreau, qui s'appelle l'ISAM, et puis Envol à Chalet, c'est le centre social de Envol à Chalet, donc qui également porte cette dynamique. Voilà. Et on espère en développer de nouvelles grâce à cette coordination sur le Sud-Charente. Voilà, je reste à votre disposition pour des questions, et puis j'ai la documentation, c'est possible autour de vous, il n'y a pas de problème. Merci, c'est bon, c'était clair ou pas? Oui, merci beaucoup pour la présentation de ce réseau initiative. Et puis, voilà, j'entends aussi l'appel à ce que merci de citoyens de cet aspect qui est d'abord relationnel, en fait. Pas forcément pas grand-chose, juste pour poser des relations, c'est à la portée de tous, et merci, on a l'occasion de le redire, je pense. Peut-être l'expérience du secours catholique à Brossard, on va voir de nous.
Voilà, bonjour. Donc, moi, je vais essayer de représenter le Secours catholique en soi. L'équipe de Barbezieux, Gisèle, sera mieux placée que moi pour compléter, et l'équipe de Bronsac. Alors, c'est vrai que le Secours catholique, dans son ensemble, de la délégation d'Angoulême, elle a subi beaucoup de changements parce qu'il y a eu une fusion avec la Charente-Maritime. Et à cette occasion, il y a eu une grande fête le 12 octobre 2018, donc la réunion de ces deux délégations qui forment une grande délégation, ce qui a supposé une réorganisation à beaucoup de niveaux, des personnes qui représentent le territoire, des animateurs, qui sont tous appelés à travailler en réseau et en partenariat avec les élus et les différentes associations. Alors, j'ai envie de dire des choses pointées, des choses essentielles, des objectifs du Secours catholique qui avaient été travaillés d'ailleurs cette journée-là, le 8 octobre. Donc, le but, c'est essentiellement de valoriser les personnes qu'on accueille, avec lesquelles on travaille, valoriser leurs compétences et leur permettre d'être debout. Voilà. De favoriser l'interculturel et l'interreligieux. Alors ça, c'est plus facile évidemment à Angoulême qu'à Brossac. Mais bon, c'est vrai que même sur le canton de Brossac, on a découvert des personnes qui s'organisent dans leur propre réseau, qui sont étrangères, et il y a d'autres cultures qu'on ne reçoit pas toujours facilement. Et aussi, on voudrait insister sur les besoins spirituels des personnes accueillies. Moi, je fais partie de l'équipe d'animation spirituelle de cette nouvelle délégation. Et c'est vrai que les besoins des personnes, bon, voilà, c'est pas que voilà, manger, dormir, même aller à la rencontre des autres, c'est aussi peut-être pouvoir exprimer des pensées, des révoltes, pleurer, rire, écrire une poésie, une prière, enfin voilà. Donc favoriser cette expression très personnelle et profonde des personnes et le faire ensemble. Voilà. Alors je vais essayer de dire deux mots donc, sur l'équipe de Barbezieux, qui comme support, ils ont une boutique solidaire de vêtements ouverte tous les mardis après-midi. Alors, d'après le rapport que vous avez fait là, ils ont noté les pauvretés existantes, où évidemment le manque d'argent, lié au chômage, à la perte d'emploi, problème de logement, de transport, problème de mobilité, d'accès aux soins, d'isolement, de solitude, et chez les jeunes, des difficultés pour avoir des stages, valider une formation et pour leur contrat d'apprentissage. Ils ont noté aussi la fracture numérique qui pose problème. Voilà, certaines personnes sont marginalisées de ce fait-là et manque d'équipement informatique. La crise sanitaire, évidemment, a accentué la situation de pauvreté, plus d'aide d'urgence, réduction des contacts familiaux, perte de repères. Voilà. Mais ils ont noté des solidarités qui sont déjà mises en place, et ça vraiment c'est un atout. Donc, bonne relation, un travail avec les actions sociales, le Conseil général, les différentes associations, ADMR, Croix-Rouge, Banque alimentaire, Restos du Cœur, etc. Voilà, des actions individuelles, appels téléphoniques, visibles. Alors, les obstacles, les risques sanitaires et l'âge des bénévoles ont perturbé les organisations en place. Voilà. Alors, des suggestions, des initiatives, participer au marché, au forum des associations, ouvrir la boutique tous les jours de braderie et le marché de Noël. Et avec d'autres associations, le souhait d'organiser un repas solidaire de Noël. Voilà, c'est à peu près ça. Sinon, tu rajoutes des choses. Il est organisé de différentes grâce à
à l'association qui vient en aide sur le plan scolaire, qui œuvre là auprès des familles qui se manifestent. Grâce à ces contacts-là, nous avons envoyé des enfants en camp d'été. Et là, pour le mois de juillet prochain, 4 familles se sont manifestées. Donc 4 enfants qui pourraient pouvoir finaliser le dossier. Et voilà, donc ça c'est quand même un plus. Mais c'est vrai qu'en tant que boutique solidaire, on ne peut pas avoir les coordonnées de chacun et on ne peut pas savoir s'il y a des enfants à cet endroit, s'il y en a d'autres là. On ne les connaît pas bien. Et c'est pourquoi il faut vraiment contacter d'autres personnes et avoir des adresses, des adresses pour les familles. Dans le Sud-Charente, il y a actuellement 30 enfants qui sont aidés par 30 bénévoles. Voilà. Merci. Voilà, donc je passe à Sac. Donc cette année de confinement a été un petit peu particulière, mais comme on est à peu près dans la même paroisse, on se voit très souvent et on se tient au courant, on œuvre ensemble. Les personnes, les familles nous sont signalées plus souvent par les élus ou des particuliers, ou même des associations, du service social. Nous pratiquons essentiellement des visites à domicile. Alors c'est vrai que le Secours catholique, dans ses objectifs qu'ils ont mis en place depuis 2018, insiste sur... Alors c'est formidable d'avoir des supports, des boutiques solidaires, c'est très bien, mais aussi de pouvoir aller à la rencontre des personnes. Ils appellent ça les manus, voilà, aller à la rencontre des personnes. Donc les choses ont été limitées cette année. Alors à Brossac, on constate que les personnes viennent, elles ne restent pas toujours, elles peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, ceux qui demandent, tout du moins. C'est à la suite d'une fracture peut-être familiale, professionnelle, des histoires de fisc, enfin le désir d'être un peu tranquille dans le rural, un peu caché. Alors l'avantage de ça, c'est que ce sont des personnes qui ont des ressources, qui peuvent assumer une certaine solitude. Elles ne sont pas en demande forcément, il faut aller vers elles. Voilà, donc des rencontres à domicile et des échanges téléphoniques alors, qui ont été multipliés cette année. Au point de vue collectif, alors je vais dire juste 2 choses. À Brossac, on organise au moins 1 fois par an un repas paroissial, donc solidaire, où on essaye d'accueillir des personnes, toutes personnes, hors église en particulier, pas mal de populations anglaises qui n'ont pas peur de venir. Les personnes en difficulté, ma foi, c'est compliqué parce que elles auraient peut-être besoin d'être invitées en groupe, quelqu'un à 2 ou à 3, mais seules venir invitées par une institution qu'elles ne connaissent pas forcément, c'est compliqué. Mais ça a eu lieu. Voilà. Et puis, la petite programme de Brossac, qui organise tous les 2 ans un concert, on pourrait dire solidaire, au profit d'une cause humanitaire, et à cette occasion, voilà, on peut inviter des personnes reçues dans le cadre du Secours catholique ou alors des personnes étrangères tout à fait à l'église, et c'est vraiment un temps fort. Voilà. Alors, le partenariat, là aussi, depuis 1 an, 2 ans, on parle beaucoup, c'est difficile encore de mettre en place pas mal de choses parce que le service social de Chalais, on avait l'intention d'œuvrer ensemble, de faire des repérages communs. Avec le Covid, ça a été compliqué, mais le désir est là. Et nous, alors, le Secours catholique, il est présent à Barbezieux, à Brossac. Mais notre souhait, et le souhait de la délégation, ça serait une ouverture du côté de Montmoreau et de Chalais. Et là, il faudrait peut-être repérer les spécificités des différentes associations, autres, Croix-Rouge, toutes les autres associations, et la nôtre. Je pense qu'on serait très très complémentaires. Voilà, ne pas inventer des besoins, mais quand même chercher ce qui pourrait répondre à des besoins non exprimés parfois.
Ah oui, il y a quelque chose aussi qu'on a évoqué lors de la rencontre des élus. Benoît, tu te souviens, les élus à Chalais, dans la vie pastorale de l'élève. Quelque chose qui m'a interpellée, je ne sais plus qui est les anciens élus, je crois, la difficulté d'appeler des bénévoles. Comment faire pour appeler des bénévoles? On est tous vieillissants. Dans quelques années, bon, il y aura sûrement quelque chose qui renaîtra, bien sûr, mais comment faire pour ne pas faire peur, pour encourager tout le monde à des possibilités, voilà, connues, reconnues, inconnues, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est possible, c'est l'ordre de l'échange, vraiment, pour que ce soit constructif. Et nous aussi, on se pose la question, comment appeler, voilà, pour que quiconque puisse se sentir concerné par une capacité propre, même s'il ne la connaît pas. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire. Merci, donc, pour cet éclairage à la fois de M. Boursac, qui ouvre aussi ailleurs pour le Gros Chalet. Je propose qu'on allait faire le tour de 10 mois. Je ne vais pas trop parler du bois. Mais du bois, il y a une belle qualité de faire 3 points. Voilà, Claudine et Bernard, nous faisons partie de la Croix-Rouge à Villebois. Je suis à l'alimentaire et Claudine est à la boutique. Au vestiaire, voilà. Je vais parler plus sur l'alimentaire. Le principal, c'est on a des yeux, on a une bouche malheureusement qui ne sert plus à rien, mais avoir le sourire, regarder les gens. On a des jeunes, des étudiants, qui ouvrent la porte pour aller venir chercher son colis. Et si on est là morose, non. On est une bonne équipe, on est bien ensemble. Mais il faut sourire quand ils vont passer la porte. Ça, le regard, c'est énorme. On a quand même des familles de 7. Cette semaine, on avait 5 enfants qui viennent chercher à manger. Alors là, c'est terrible, c'est terrible. Mais il ne faut pas le prendre, là je suis un peu ému, mais il ne faut pas le prendre comme ça. On rit ensemble. Et on regarde les gens, des fois on sort même un peu des bêtises. Mais ça les fait rire, il faut les regarder. Le regard et le sourire. Nous, on est tous les 15 jours. Qu'est-ce que c'est? Une journée tous les 15 jours. C'est rien. Nous, on est en retraite depuis je ne sais pas combien de temps, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une journée? C'est ça. Alors, le vestiaire est ouvert beaucoup plus tous les jours. Non, pas tous les jours. Non, Tous les samedis matin et puis 2 jeudis après-midi par mois. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est comme temps? Et puis, surtout pour l'alimentaire, moi je parle parce que vous d'ici, mais c'est le regard et l'accueil. Claudine va vous parler plus du vestiaire. La Croix-Rouge. Enfin, on est simplement bénévole, on n'est pas du tout responsable. Donc, on nous a fait passer les choses. Donc, la Croix-Rouge, vous le savez, le but, c'est d'aider les plus démunis. Donc, il y a de l'alimentaire, du vestiaire, et puis du secourisme. Mais en Sud-Charente, il n'y a pas de secourisme. Donc, il y a 4 unités, Barbezieux, Montmoreau, Chalais et Villebois. Et Villebois est quand même assez meneur. Alors, les actions de la Croix-Rouge,
d'aider les plus démunis. Il y a la distribution alimentaire qui est vraiment le principal, et des aides sociales. Alors il y a une aide financière, on peut aider les gens qui ont du mal à payer le loyer, le chauffage, l'électricité, le carburant, les réparations ou l'aide à acheter un véhicule pour pouvoir aller travailler. Il y a aussi de l'aide aux devoirs. Et à Villebois, il y a une aide avec la réinsertion en partenariat avec la PHL. Donc, qui marche bien. La PHL, c'est surtout une association de jeunes, beaucoup de jeunes. Alors ils sont pris en charge pour trouver du travail, même loger, voilà. Alors la Croix-Rouge vit uniquement de dons, de subventions et la vente dans les boutiques. Donc il faut se dire que dans les boutiques, tout le monde peut aller acheter. Il ne faut pas se dire maintenant c'est réservé aux plus démunis, pas du tout. Hein, on a besoin de vendre. Il y a eu un don d'un manteau 600 €. Bien beaucoup de temps, il a été vendu quand même 40 €. Non, c'est parce que dans les vêtements, il y a des vêtements neufs qu'on récupère, que des magasins donnent, et même on en achète un peu à la Croix-Rouge au niveau national. Mais bon, c'est des prix dérisoires. Donc il faut savoir que nos boutiques sont ouvertes à tout le monde. Ça peut intéresser des familles qui ont plusieurs enfants. Les choses sont, comment dire, au niveau de l'occasion, c'est trié, il y en a tellement, c'est incroyable tout ce qu'on doit recevoir. On passe un temps fou à faire le tri. Et puis il y a quand même ce qu'on ne met pas en vente, c'est ramassé par des entreprises qui font différentes choses avec, enfin c'est pas perdu, c'est pas jeté. Oui, alors, je me disais, là, les 4 unités, les 4 équipes, Barbezieux, Villebois, Chalais, Montmoreau, chacun fait les boutiques, et Chalais n'a pas d'aide alimentaire régulière. Par contre, de temps en temps, dans l'urgence, ils font quelque chose. Quand il y a besoin, quand il y a vraiment des demandes. Alors, suite à l'arrivée du Covid, et puis pour avoir l'aide alimentaire, on est obligé de passer chez l'assistante sociale. On ne peut pas donner directement. Alors bon, les gens peuvent venir déjà demander, discuter avec la responsable, et puis après, ils vont voir l'assistante sociale qui donne le feu vert ou pas. Et il y a beaucoup de choses qui dépendent de comment ils s'occupent de ce qu'ils gagnent, de ce qu'ils ont besoin, vraiment de tout un cadeau qui ça peut partout. Alors pour l'instant, à Villebois, on est passé de 25 familles à 48 familles pour donner alimentaire. Mais elle me disait qu'il y a 2 ans, qu'il y avait eu jusqu'à 52 familles qui réclamaient. Alors, les principales pauvretés, c'est les familles monoparentales, les jeunes couples sans travail, et puis bon, ça arrive aussi quelques jeunes qui sont un peu perdus. Par contre, il y a beaucoup moins de retraités qu'avant. Ils s'attendent à une explosion, enfin. En ce moment, les colis alimentaires d'urgence sont en hausse. C'est des choses imprévues, c'est pas. Donc pour l'instant, on fait face. Grâce au ramassage
de la banque alimentaire 2 fois par an qui participe dans les grandes surfaces pour récupérer la matière première. Voilà, toujours c'est le problème des bénévoles. On a besoin de bénévoles de plus en plus pour pouvoir faire un roulement aussi, pour ne pas être tous les samedis sur place et pour faire. Donc c'est difficile. Donc on les remercie beaucoup parce que ça leur demande beaucoup de travail et de difficultés. Il faut de l'énergie. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on avait fait, on devait reporter. Ce que je voulais vous dire, c'est dans la salle communale, quand on fait tous les 15 jours l'alimentaire, et tous les bénévoles, on ne connaît pas les noms. On est là, on ne sait pas comment ils s'appellent, ils ne savent pas d'où ils viennent, parce qu'ils ne sont pas tous de Villebois. Alors, il y a tous les villages, on est un peu tout. Il y a c'est l'accueil, ça j'en reviens, c'est l'accueil. Voilà. Merci pour votre témoignage. Voilà, vous nous parlez encore du fond avec l'accueil de s'ouvrir à l'enfant, que aussi de ceux qu'on accueille. Voilà, on dit famille monoparentale, jeunes couples, sans travail, les jeunes aussi, j'ai parlé d'étudiants au début, et puis peu de retraiter. On a beaucoup de personnes âgées, quand elles ouvrent la porte pour rentrer, on les sent. Elles ont envie d'un pas en arrière. Pas longtemps, c'est bien. Voilà. Merci de votre témoignage et de votre rapport. Je vais demander à Jacqueline Châtelot de nous parler de l'ADMR, qui est aussi une mission de Charente, en Charente, voilà. Et Grand Sac, le programme Voilà. Grand Sac. Donc c'est moi qui viens clôturer cette assemblée, voilà, donc pour vous parler de l'ADMR. On va pas clôturer tout de suite. Hein. Comment? Vous n'aurez pas le dernier mot. Non, bon, voilà, donc j'ai essayé de repartir en arrière, parce que l'ADMR est tenue, bon. Mais à l'origine, cette aide date, je pense, des années 1958, où il y avait l'aide familiale rurale. Et ça, c'est venu après la guerre par l'initiative des catholiques. Il y a eu donc l'aide familiale rurale, il y a donc eu en même temps les maisons familiales d'apprentissage rural, il y a eu en même temps ces banques qui étaient des banques rurales, qui sont devenues maintenant crédits mutuels, etc. Donc il y a eu tout au long de ces années l'évolution. Et donc il y a eu l'ADMR, aide à domicile en milieu rural dans les années 90. Il y a eu donc cette progression qui est devenue un organisme national. Et localement, il y a donc des associations à Barbezieux, à Chalais et à Brossac. Donc c'est de Brossac que plus particulièrement je peux vous parler. Donc le rôle de ces associations dépend toujours de la fédération. Hein. Donc il y a quand même la composition d'un bureau localement, d'un président, vice-président, d'un trésorier, vice-trésorier, et puis secrétaire. Bon, voilà. Donc je fais partie de ce bureau, tout simplement. Donc notre rôle, c'est, je pense, l'accompagnement des salariés avec l'attention auprès des personnes aidées. Donc, l'ADMR compte aujourd'hui 9 salariés et 42 personnes aidées. Donc, c'est l'aide au ménage, l'aide au repas, l'aide aux courses, déplacements chez le médecin, déplacements pour faire les courses tout simplement,
et aussi assister des personnes seules, par exemple, dans les maladies d'Alzheimer. L'aide familiale peut être présente au domicile pour laisser un temps à l'aidante d'aller faire des courses, aller chez le coiffeur, etc. Donc, nous, tout dépend donc de là. On n'a pas un rôle primordial si tout ce qu'on fait, on en rend compte à la fédération. On a quand même notre mot à dire, par exemple pour l'embauche d'une salariée, on a quand même notre avis à donner. Actuellement, donc, on a 5 véhicules voilà, appartenant à l'ADMR pour les salariés. Et alors, ces salariés ont la possibilité de faire des formations. Parce que si au début, elles ne faisaient que des ménages, maintenant, elles sont surtout pour l'aide à la toilette, pour l'aide au repas, c'est surtout ça. Donc, elles ont besoin de formation, bien entendu. Parce que, bon, au départ, n'importe qui entrait à la DMR et puis elle prenait un balai et puis c'était bon. Mais maintenant, on leur demande quand même une formation. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, l'association a créé donc à Brossard l'atelier mémoire. Donc, ça, c'était bon, fait par des bénévoles qui se sont investis pour préparer ces après-midi. Et donc, avec des véhicules pour aller chercher les personnes à leur domicile. Et c'était ouvert aussi en dehors des personnes aidées par la DMR, donc des personnes âgées qui avaient envie de participer sont venues nous rejoindre. Ce qu'on fait en plus, donc c'est des visites chez les personnes aidées tous les ans. On appelle ça une visite de courtoisie où on apporte des friandises et qui sont pour nous l'occasion de rencontrer. Parce que notre rôle, à nous en tant que bénévoles à l'association, c'est de garder le contact entre les salariés et les gens aidés. Parce que les filles qui vont au domicile, bon, ont aussi quelquefois des problèmes, des soucis. Donc notre rôle, c'est de garder le contact avec elles, de les réunir de temps en temps et de partager leurs problèmes, leurs soucis. Et aussi, nous, d'aller visiter autant que faire se peut les personnes aidées pour se rendre compte si tout va bien, s'il n'y a pas de problème non plus. Voilà, parce que bien sûr, on sait bien que les affinités entre les uns et les autres, c'est quelquefois des problèmes. Voilà, donc on essaie toujours de résoudre ça en toute simplicité et en toute amitié. Que puis-je vous dire d'autre? Je ne sais pas, un peu à cause de... Oui. Mais bien sûr, Sabine, disons, a raison de dire ça, d'autant plus que personnellement, bon, je fais partie de l'équipe du Secours catholique à Borassac, donc forcément, on a l'occasion de partager beaucoup de choses, beaucoup d'échanges, surtout. Et la formation, donc on a fait la formation Mona Lisa qui au départ a été un petit peu stimulée par la DMR. Donc nous, on a eu l'occasion de partager donc une formation en anglais. Pour nous, personnellement, c'était par la demande du Secours catholique, parce qu'à ce moment-là, j'étais à la DMR, mais pas encore vraiment dans le bureau, donc on a partagé tout ça. Et je pense que c'est important actuellement dans nos cités d'échanger, même avec les élus locaux, hein, de ne pas hésiter à nous faire part
des personnes isolées, des personnes arrivant sur le territoire qu'on ne connaît pas toujours. Mais à la différence des personnes aidées par la Croix-Rouge ou par le Secours catholique, la DMR est vraiment un mécanisme national et les demandes viennent des familles elles-mêmes, ou des familles elles-mêmes, ou des enfants, voilà. Et donc forcément ces personnes-là bien souvent peuvent participer au financement. Hein, il y en a qui sont que des mandataires d'ailleurs, selon leurs revenus, mais aussi beaucoup sont aidés par les caisses de retraite, les caisses d'allocation familiale, je ne sais pas. Non. Par contre, des personnes peuvent être aidées momentanément après une hospitalisation, après un gros problème de santé, mais ça c'est la CNAF qui finance provisoirement. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de financements qui viennent aider tous ces gens-là. Et bon, on ne peut pas dire qu'à la DMR, on voit que de la pauvreté. Il y en a parmi, mais c'est beaucoup des gens à la retraite qui arrivent à un certain âge, qui ne peuvent plus suffire à leurs besoins, donc qui ont besoin d'une aide. Voilà. Donc, bon, je pense que, au travers de tout ça, nous, en tant qu'association, on a quand même un rôle de présence, en plus de sa présence matérielle. Et ça, moi personnellement, si je suis entrée dans cette association, en plus du Secours catholique, c'est vraiment pour ce partage. Bon, peut-être que j'ai oublié beaucoup de choses, mais... Merci. Non, c'est complémentaire. Une autre forme de structure, là, c'est des bénévoles qui doivent accompagner des salariés. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on avait des salariés qui accompagnent les bénévoles, qui chassent les bénévoles, qui vont monter des équipes. Là, c'est une structure qui est organisée différemment. C'est intéressant d'avoir cette expérience-là. Et puis, vous redites aussi l'importance de collaborer ensemble. Jean-Jacques disait tout à l'heure, de s'ouvrir et de partager nos soucis. C'est intéressant ce matin que l'Église catholique entende ce qui se passe et voilà, ne pas s'enfermer dans nos schémas ou nos habitudes et de travailler ensemble pour le bien commun. J'ai envie de laisser la parole peut-être à nos équipes de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, si vous voulez bien aussi nous partager ce que vous vivez à vos yeux et ici. Bon, je n'avais pas trop prévu de parler, donc je vais parler un petit peu comme ça. D'abord, je dois vous dire que Saint-Vincent-de-Paul, j'ai été très heureux d'entendre monsieur le centre sociaux, là, parce que la vocation de Saint-Vincent-de-Paul, vous savez, la société Saint-Vincent-de-Paul a été fondée, les sociétés de Saint-Vincent-de-Paul ont été fondées par Rosanna, et j'allais dire le fonds de commerce de Saint-Vincent-de-Paul, c'est les visites à domicile, c'est aller voir les gens, parce que effectivement, la solitude, eh bien, c'est peut-être plus pesant à l'heure actuelle, et avant, je précise que la société Saint-Vincent-de-Paul de Bar-Mesieux est la plus ancienne société de Bar-Mesieux, puisqu'elle a été fondée il y a plus de 100 ans, et a toujours existé. Nous avons dû, parce que nous avons les mêmes problèmes que j'ai entendu un peu partout, hein, de trouver du bénévole. Hein, nous vivons dans une société assez individualiste, et trouver des gens qui veulent bien nous aider, c'est toujours difficile. Et on a même mis la société en sommeil à un certain moment. On vient de la reconstituer à Bar-Mesieux, mais j'allais dire que les gens de la société Saint-Vincent-de-Paul sont souvent plus vieux que les gens qui vont voir eux-mêmes. Hein. Je ne peux pas me mettre en avant, enfin j'ai 91 ans, mais bon, alors voilà, je fais ce que je peux. Alors qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous allons voir les gens, ce qu'on nous signale,
Parce que souvent c'est très difficile de connaître les personnes, d'avoir des clients, si je veux dire, excusez-moi le terme. Hein, je le dis des fois en forme de boutade, il y a plus de pauvres. Malheureusement, il y en a. Mais il faut connaître, j'allais dire, les vrais pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin, si vous voulez. Donc on va voir nos clients, qui sont très contents de nous voir, on rapporte du colis à l'occasion du fête de Pâques et de Noël. Et puis on donne des bons d'urgence pour des gens qui sont des fois dans des situations difficiles. Les gens du secours catholique connaissent très bien ça. Donc on donne des bons pour les magasins, des choses comme ça. Je dois reconnaître que nous avons quand même des difficultés, les principales difficultés. Ce n'est pas des difficultés d'argent. Je dois nous signaler qu'à l'occasion de la quête que nous avons faite pour la messe de Saint-Vincent-de-Paul au mois de septembre, les Brésiliens sont assez généreux. Nous avons reçu relativement d'argent. Notre problème n'est pas tellement un problème d'argent. Notre problème, c'est un problème de bénévolat. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Saint-Vincent-de-Paul, sinon nous aimerions bien que des gens viennent nous rejoindre. Je pense que le secours catholique, nos amis du secours catholique de l'Ordre-Dieu, je vois souvent le président, eh bien, il est exactement dans la même situation d'esprit que moi. Alors maintenant, si vous voulez, je voudrais un petit peu quitter Saint-Vincent-de-Paul pour faire quelques remarques sur ce que j'ai entendu, si vous le permettez, parce que comme on disait en mai 68, quand on vous donne la parole, vous l'avez entendu. Madame, j'ai écouté avec attention votre exposé, c'est exhaustif. Il y a un mot que je n'ai pas entendu dans votre bouche. Et je pense que ce mot est pourtant à l'origine de tout, vous n'avez jamais prononcé le mot chômage. Alors, quelle est la situation du chômage en Sud-Charente? Est-ce qu'il est pire qu'ailleurs? Je n'en sais rien. Si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de chômage de jeunes? Parce que je me permettrai, si vous voulez, de vous citer cette parole qu'on attribue quelquefois à Mao Tse-tung. Vous savez, si tu vois quelqu'un qui a faim de devenir un poisson, c'est bien, mais si tu ne l'as pas empêché, c'est encore mieux. Donc, est-ce que la formation pour les gens qui sont en Sud-Charente, est-ce que la situation du Sud-Charente est différente de la situation qu'on trouve ailleurs? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Monsieur le curé, vous m'avez donné la parole, vous l'entendrez peut-être. Il y a quelque chose qui m'agace. Très souvent, quand je vais faire mes courses, je suis une vieille personne isolée, mais il faut quand même bien qu'elle fasse les courses. Je vois chez le père avoir aux yeux, vous savez, les fourgonnettes roumains qui viennent faire des vignes en Charente. C'est très bien organisé, il y a des sociétés qui les forment, qui font des vignes. Pourquoi ça serait pas que les gens boivent d'eau 10 ans jarre? Alors je me pose cette question, je pense que c'est fondamental. Parce que je n'aime pas trop le titre de cette journée, qui est très intéressante. On dit les pauvretés. Moi je dis, vous préférez dire la pauvreté. Or la pauvreté vient du fait qu'il n'y a pas de travail. Bon, eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se polariser, si je peux le permettre, si vous me voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Je vous ai donné un exemple, bien sûr, vous avez bien compris que ce n'était pas une restriction qui me paraît tout à fait importante. On voit beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, peut-être parce qu'ils n'en cherchent pas, peut-être parce qu'on n'en propose pas, peut-être parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'il est comme un cas qu'on a cité récemment d'un jeune qui avait trouvé du travail et il n'avait pas de mobilette pour y aller. C'est une chose, à Saint-Vincent-de-Paul, on a eu plusieurs fois ce problème de devoir payer une mobilette à quelqu'un, soit pour chercher du travail, soit pour y aller, soit ensuite pour payer de l'essence pour mettre dans la mobilette, parce qu'il faut bien ici. Donc, si vous voulez, je pense que bon, j'ai une certaine expérience dans la faire, le principal problème c'est le travail. Vous êtes bien d'accord, je vous vois. Oui, mais bien sûr, voilà, je pense que la discussion est importante. Oui, je voulais juste dire, vous m'avez dit que je n'avais pas commencé de demander d'emploi, mais en fait, j'ai dit des personnes éloignées d'emploi. En fait, j'ai parlé de bénéficiaires de RSA, mais bénéficiaires de RSA, ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Et ce que j'ai dit, et ça me permet de répondre à ce que vous venez de dire, vous avez raison, parce que l'inquiétude,
On l'a tous. Il y a des offres d'emploi, il y a des offres d'emploi. Et pourquoi ça ne marche pas? Si je puis dire, et pourquoi on va nous mettre un travail à la place? Parce que j'étais comme vous, moi aussi, ça m'a quand même le temps de mettre un petit peu en colère. Je ne sais pas possible qu'on ne puisse pas faire travailler les gens qui sont sans emploi. Bien souvent, c'est qu'ils sont trop éloignés de l'emploi parce qu'il y a des pauvretés derrière. On parle de pauvreté, elles sont là. Il y a des pauvretés sociales. Ce sont des personnes qui sont tellement éloignées de l'emploi, qui ont d'abord besoin de retrouver confiance en elles, de lever les freins à l'emploi. On parle de formation, et ensuite, on a la chance d'avoir un certain nombre de centres de formation. Je préside l'AISC. L'AISC, justement, c'est une association qui aide les personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qui sont en reconversion pour qu'elles puissent retrouver à un moment donné un emploi. Mais entre le moment où on commence cette initiative et le moment où on trouve l'emploi, il y a un temps à passer. Vous avez raison, il y a des problèmes de mobilité. Force est constater aussi qu'un certain nombre de personnes en soutien n'ont pas le permis, n'ont pas les moyens de payer le permis, n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, n'ont pas les moyens de payer l'assurance. Et bien tout ça, il faut l'accompagner aussi. Et tout ça, ça prend du temps. Par rapport aux Romains, il y a une expérience, j'ai un jeune sur Guisanjar, je vais le nommer carrément, c'est Geoffrey Valentin, qui m'a confié un jour, il m'a dit, je ne comprends pas. Il a un certain nombre d'hectares de vignes, et il cherchait la main-d'œuvre pour tailler et rouler la vigne, faire les travaux dans la vigne. Et bien il me dit, je ne trouvais pas. Il me dit, tu sais qui j'ai trouvé? Eh bien des Romains. Et ces gens-là, ils voulaient travailler quand? Du lundi jusqu'au dimanche, ils voulaient travailler non-stop, parce qu'après, ils voulaient rejoindre leur famille. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. J'avais personne. Ben, je les ai pris. Vous voyez, c'est la compréhension qu'on a et que l'on a tous, je pense. Il faut qu'on arrive à. Alors, il faut enlever les freins de l'emploi, donc la mobilité, la santé, retrouver confiance en soi, le logement, parce que parfois les gens ont des problèmes de logement. Mais si l'emploi, c'est quelque chose qui. Alors, moi, je dis les personnes éloignées de l'emploi. C'est vrai que c'est un peu de mal, parfois, il y a des endroits, mais ça veut dire la même chose. Hein. Mais voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que il se trouve que j'ai une certaine compétence j'ai fondé un chantier d'insertion en Dordogne dans le cadre de l'association du cœur de Lido dont je suis administrateur. Eh bien, je peux vous dire qu'on a été obligé de fermer ce centre d'insertion parce que d'abord le rendement était très faible. Attirer les gens à l'emploi, c'est extrêmement difficile quand ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ne serait-ce qu'arriver à 6 h du matin, arriver à l'heure, c'est pas très facile. Mais je pense que c'est ça le gros effort. Bon, vous m'avez plus parlé, j'ai été très sensible, puisque je suis une vieille personne, vous avez parlé beaucoup des vieillards tout seuls chez eux, j'en suis, bon, très bien. Bon, mais je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir. L'avenir, c'est tous ces jeunes qui n'ont pas de travail. Mais ils n'ont pas de travail, je veux dire, bon, parce qu'ils n'ont pas été habitués à travailler, ils n'ont jamais vu leurs parents travailler, j'en connais en fait de chez moi. Ça leur dit rien, si vous voulez. Hein. Donc, je pense que c'est ça le gros effort que l'on doit faire. Hein. Après tout, il est bien dit, celui-ci, dans une réunion catholique, tu payes un compas, la sueur de ton front, et c'est beaucoup plus important que de donner des subventions à des gens. Il faut redonner la valeur travail. Exactement. Et je ne sais pas si les centres d'insertion, tels qu'ils sont conçus à l'heure actuelle, correspondent bien à ça, parce qu'on met brutalement des gens dans des situations de travail auxquelles ils ne sont pas du tout habitués. Le centre d'insertion que je vais un peu contribuer à créer, c'était dans l'Irak. Je dis ça parce que c'est intéressant, si vous voulez. L'objet de ce centre, c'était de démonter des moteurs pour faire des affaires. Donc, c'était beaucoup trop difficile. Vous vous rendez compte des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui se trouvent devant un moteur en leur dit ça va pas. Donc, si vous voulez, c'est très très difficile. Mais je pense que c'est là, si on doit combattre la pauvreté, eh bien, c'est là qu'on peut faire un effort. Parce qu'il y a tout de suite, je crois qu'il n'y a pas plus pauvre qu'autre chose. C'est pas le département le plus pauvre de France, vous le savez très bien. Hein, donc, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas. Voilà. Monsieur le curé, excusez-moi, je viens improviser. Non, c'est bien. Et alors, j'ai envie de faire intervenir Benoît Père aussi pour son expérience, mais aussi pour ce
qui l'accompagne avec le contrat local de santé qui peut aussi donner me semble-t-il, des éléments. Oui, oui, c'est un peu difficile de passer derrière le général. En fait, on touche, quand on parle d'emploi, de chômage, tout ça, on touche un peu les politiques nationales. Et puis, à l'échelon local, on est plus confronté à peut-être pour pallier justement à ces manques avec des moyens qui sont beaucoup plus limités. Ce qu'on fait, comme je disais, ou même encore plus au niveau du Sud-Charente et au niveau du pays, c'est simplement essayer de mettre des rustines là où ça pêche le plus. Je voulais revenir donc en deux mots sur le pays du Sud-Charente. C'est un syndicat mixte qui regroupe les deux communautés de communes et qui a exactement la même géographie que le domaine du Sud-Charente, puisqu'on va de la Charente-Maritime à la Dordogne et au nord jusqu'à avec Villevoie-la-Vallée. Et donc, le pays du Sud-Charente est missionné pour animer le contrat local de santé par l'ARS. On a un contrat local de santé pour essayer de remédier aux problèmes de santé et puis d'améliorer surtout les dispositifs de santé. Et là, on est confronté donc aujourd'hui, le premier axe, que vous voyez à l'écran, c'est l'offre d'accès aux soins. Il n'y a pas de raison que l'on ait moins de soins qu'ailleurs. Et on est confronté donc aujourd'hui à une pénurie du paramédical et du médical, surtout. Donc on met vraiment l'accent là-dessus aujourd'hui. Bon, la pénurie de médecins, c'est un peu national dans toutes les zones rurales, voire même dans certaines villes. C'est vraiment lié justement à une politique nationale de la santé qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve confronté à cette pénurie. Et on est donc devant cet obstacle, on sait se débrouiller. Hier, on a passé la journée à recevoir un médecin qui serait volontaire pour venir sur le territoire. Alors on fait des gros efforts, on vend le territoire pour effectivement être meilleur qu'à Bordeaux ou ailleurs, où ce médecin peut s'installer où il veut, etc. Donc voilà un peu le genre de mission qu'on est amené à faire. Et puis, on n'a pas forcément le résultat qu'on attend, parce que malheureusement, on subit, comme l'a dit Isabelle, la démographie médicale et puis le manque de médecins. De renforcer les liens entre la vie et l'hôpital, tout ça participe aussi à l'espoir d'améliorer l'offre de santé et que chacun puisse avoir accès, comme il l'entend, pour se soigner, adapter et faire connaître l'offre en santé mentale. Alors après, il y a tout un travail qui est fait pour la promotion de la santé sur des actions qui sont plus générales et moins en urgence, notamment promouvoir la santé des gens en situation de vulnérabilité, la santé des personnes âgées, et puis les maladies chroniques, sur le cancer, sur les journées nationales octobre rose, etc. Qui sont les addictions aussi. Je pense qu'il y a eu alors pas forcément l'année dernière, mais en 2019, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées au FAD ici par le CNS. Ensuite, informer sur la santé environnementale. Tout ça, c'est lié à tous les événements qu'on trouve sur l'évolution du travail, des produits toxiques, etc. Et améliorer les liens ensemble.
Donc là, on participe donc aux politiques qui sont menées aussi par les sciences sociaux. Alors je voulais dire quelques mots aussi sur la MOSC, dont vous en avez parlé. Donc c'est une MOSC, ça veut dire Moulin Théoura aussi, c'est mobilité de l'Ouest Sud-Charente. C'était mis un peu pour pallier à tous les problèmes que vous avez évoqués déjà, notamment sur la mobilité, et de trouver des moyens de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de circuler comme ils le veulent. Alors, il y a un dispositif qui s'appelle le service à la demande, et là, l'association recherche des chauffeurs volontaires. Donc, ça pourrait être très bien repris par des associations qui existent, qui soient Secours Public, Croix-Rouge ou autres, trouver des chauffeurs volontaires pour faire exposer un peu ce service et qui prennent de l'ampleur. Je pense que c'est là une très belle formule. Donc, c'est régi, donc ce qui veut dire que tous les problèmes de sécurité, les problèmes d'assurance, tout ça sont organisés, sont réglés. Et ça permettrait à toute personne qui a besoin d'aller voir un service médical, un rendez-vous quelconque, faire des courses ou autre, de trouver une mobilité facilement. Donc, c'est une bonne idée qui doit être développée. Puis il y a d'autres services après qui existent, notamment le garage solidaire à Cognac. Qui permettrait aussi permet à des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de récupérer une voiture en meilleure condition, qui permettrait d'aller prendre un travail dans un village à côté ou dans la ville de proche. Voilà, je ne vais pas mettre en plus, mais par curiosité, allez voir sur le site et puis vous avez tous les renseignements que vous voulez. Et surtout, ce qui peut être dit aussi, c'est de retrouver les bénévoles, malheureusement qui manquent un peu partout. Les chauffeurs à la demande, c'est pareil, c'est pas forcément une mission qui est compliquée, qui est astreignante, mais qui demande beaucoup de services. Voilà, une discussion pour reparler. Je suis sur le site et il n'y a pas beaucoup d'infos. Ouais, il faut chercher. D'accord. Merci pour cette présentation du contrat de santé. Alors, il est très concret aussi, c'est des axes de l'action, mais peut-être le diagnostic, il y a beaucoup de choses qui ont été dites au départ. Et beaucoup de choses ont été dites. C'est le diapo que je peux inventer. Peut-être qu'il y a d'autres expériences, d'autres réalités qu'on a envie d'évoquer, ou des questions qu'on a envie de poser les uns aux autres. On entend beaucoup de choses. Moi, peut-être pour vous comme ça, vous avez une question, une réflexion, une question. La plupart vont parler de manque de personnes qui s'impliquent, de bénévoles, du vieillissement des bénévoles qui sont déjà engagés. Et je me dis en même temps, ça correspond aussi à une réalité démographique. C'est ce qu'on a dit au départ, qu'il y avait très forte proportion, plus de 75 ans, plus de 60 ans, 34% en Sud-Charente. Nécessairement, quand il y a moins de jeunes, les gens sont plus âgés, et donc ceux qui s'engagent sont forcément plus âgés. Donc ça, c'est une réalité qui nous est donnée. Et alors, ce qui ne doit pas nous empêcher, je pense, de mieux interpeller et de mieux communiquer, de mieux inviter à nos engagements. Mais est-ce qu'il y a d'autres interpellations que l'on pourrait entendre et recevoir? Je pose la question à ceux qui sont intervenus. En plus de cette question des bénévoles, est-ce que vous auriez envie de nous transmettre d'autres interpellations? Moi, je pense qu'il faut
sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il faut aussi redonner du sens aussi à l'intergénérationnel. C'est-à-dire, parce que le bénévolat, là encore, on constate, c'est quand même beaucoup plus des personnes qui ont avancé dans l'âge, qui sont bien en retraite, et voire en retraite depuis longtemps, comme vous disiez tout à l'heure. Et comment faire pour redonner du sens à cet investissement? Et je crois qu'il faut le faire dès le plus jeune âge. Souvent, on a un modèle. Moi, mon modèle, c'était mon papa. Il a très vite s'est impliqué dans le suivi de notre école. On était 3 enfants. Il était impliqué dans la vie associative. Il était impliqué dans la vie communale. Et en fait, il a été mon modèle. Et je crois que quand on parle de travail, à juste titre, il faut aussi un modèle. Quand on a vu nos parents se lever tous les matins, travailler dur, rentrer le soir et faire les comptes et regarder ce qu'on peut faire pour partir en vacances, etc. On a eu un modèle et on retransmet ce modèle à nos enfants. Malheureusement, voilà, on est à une situation où je participe à des commissions d'aide pour des jeunes aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on nous présente une situation, on nous présente la même situation. Ce sont des jeunes dont les parents sont eux-mêmes bénéficiaires du RSA, donc pas de modèle. Et puis voilà, donc ça c'est un constat. Comment on fait pour sortir de ça? Je pense que c'est à l'école, dès le plus jeune âge, qu'il faut montrer aux enfants comment on fait pour s'investir, comment on fait, je pense au bénévolat notamment. Et puis je crois qu'il faut surtout dire que le bénévolat, c'est pas toute sa vie, c'est donner un tout petit peu de temps. Quand on prend sa retraite, on se dit, bah allez, si on peut donner, comme vous disiez tout à l'heure, une journée tous les 15 jours, c'est quand même pas si important que ça. Donc, et justement, dire attention, c'est pas, on s'implique pas à fond, on n'est pas tout le temps dans l'association, on y est un peu, on donne un peu. Ça, il faut qu'on redonne du sens. Alors, je sais pas comment ça peut se faire, mais l'intergénérationnel, ça me semble important. Et puis, essayer de redonner du sens au bénévolat. Je crois que c'est une réflexion qu'on doit avoir dans les associations, dans les communes. Regardez les communes, on a eu du mal, beaucoup de communes ont eu du mal à reconstituer un conseil municipal. On a aussi donné du temps pour sa commune, pour son conseil. On a l'impression que c'était quelque chose d'inconcevable. Donc voilà, il faut qu'on retravaille en fait l'esprit de la société à donner du temps. Prendre du temps pour les autres, donner du temps, mais c'est une satisfaction. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Quand on donne du temps pour les autres, on se fait plaisir à soi d'abord. Et puis voilà, on a l'impression d'être sur Terre pour quelque chose, avoir la volonté de donner quelque chose et de servir à quelque chose. C'est important, on me semble, qu'on arrive à redonner ce sens. Merci. Jean, c'était pour rebondir sur cette question-là d'engagement bénévole. Effectivement, dans les centres sociaux, on entend aussi souvent ça, effectivement, qu'il y a une problématique là-dessus. Au niveau de mon analyse, c'est notamment avec la crise Covid, là, on remarque ça également. Et moi, pour prolonger ce que vient de dire Mme Lagarde, il y a un sociologue qui s'appelle Jacques Pion, qui a écrit un essai sur s'engager dans une société individualiste. Et en fait, ce qu'il dit, en fait, c'est assez intéressant et ça peut nourrir les réflexions, c'est en fait, les formes d'engagement aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles qui sont il y a 30 ans. C'est-à-dire des associations qui fonctionnent avec des bureaux, des conseils d'administration, et qui pilotent telles qu'elles pilotent aujourd'hui leur association, ça ne correspond plus nécessairement à des formes d'engagement actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ce qu'il dit, il parle avant le militant, c'était un militant courrier, avec des teintes, des convocations, tout ça, quelque chose de très, très formalisé. Et aujourd'hui, il parle maintenant des engagements post-it, entre guillemets. Alors, il y a une question générationnelle derrière, c'est-à-dire qu'on est maintenant dans des formes d'engagement qui sont plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'on a envie d'être libre, de se sentir libre, acteur de son choix, c'est-à-dire je veux être acteur de son choix de temps, c'est-à-dire je veux être bénévole quand j'ai envie de l'être, et qu'on ne m'impose pas nécessairement des timings. Et là, pour reprendre ça, vous entendez bien que c'est difficile, c'est-à-dire que le collectif nécessite des règles quand même à un moment donné. Donc du coup, c'est comment on partage ces règles, comment on essaie de réfléchir à des nouveaux modèles de fonctionnement associatif. Et tout ça pour dire que si on veut accueillir des nouveaux bénévoles, il faut aussi accepter en fait, de renouveler soi-même ses propres fonctionnements.
Et c'est pas évident, hein, parce que ça veut dire que voilà, si j'accueille, ce serait une d'accueil, quand j'accueille quelqu'un, je transforme aussi un peu moi-même. Et du coup, c'est jusqu'où on est prêt à se transformer pour pouvoir accepter ce type d'engagement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment lire cet ouvrage, c'est Jacques Léon, s'engager dans une société d'individus, qui est assez impressionnant là-dessus. Et sur la question des. Moi, je me disais aussi la question des témoignages, on travaille beaucoup là-dessus, sur comment faire en sorte, là, vous en avez eu, on a entendu beaucoup là, des témoignages de bénévoles de manière simple, de dire simplement qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'être bénévole en fait. Et de faire entendre ça à l'ensemble de la communauté, alors les communautés chrétiennes, mais pas que, à mon avis, c'est des citoyens en fait, faire entendre ça de manière assez large. Là, je pense que c'est pas tout seul en fait, c'est ça qu'il faut faire collectivement en fait. Mais comment on peut effectivement avoir une sorte de mouvement de fond. Alors, il y a un collectif qui s'appelle le Savasad en Charente qui soutient la vie associative, dans lequel la TD est présente, mais il y a d'autres acteurs qui sont également présents. Donc le Savasad, ils font des formations pour les bénévoles. Et ça, je pense que c'est une réflexion qu'on pourrait mettre à l'ouvrage, en fait, dans ce cadre-là, et de porter cette question collectivement et de faire entendre des témoignages de bénévoles. De voilà, moi, ce que ça m'apporte, moi, ce que ça m'apporte en tant que jeune bénévole, en tant que parent bénévole, etc. Enfin, voilà, de dire de ma place, voilà ce que ça m'apporte. Je pense que ça peut être important. Peut-être aussi, versus l'engagement bénévole régulier et sur le long terme, on va parler d'engagement sur des projets. C'est ça. Plus ponctuels, peut-être plus ciblés en termes de compétences, de disponibilité, et comme aussi voilà, trouver des réponses, des formes d'engagement en bénévolat, comme vous voulez, et aussi augmenter nos façons de faire et nos organisations. On parle. On a parlé. C'est bon? On a parlé de modèles de transmission. Je sais pas, je me rappelle le scoutisme, les mouvements divers. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, il y a eu des patronages, des paroissiens, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un patronage communal, demander à des enfants, parmi des parents d'élèves, je ne sais pas, quelque chose, un service, bon, visiter des personnes âgées, faire je ne sais quoi, Noël, peu importe, mais dès le plus jeune âge, faire des propositions qui ne sont pas liées à un engagement type d'église ou autre, mais voilà, qui soient plus sociétal, communal, je sais pas, c'est une idée comme ça qui me vient par la tête. Oui, mais pas que de la consommation, c'est ça. Donc, il y a une éducation à la gratuité. Voilà. Une éducation à la gratuité à l'engagement au service de l'autre. Je voudrais dire que souvent sur le journal on voit des équipes d'enfants accompagnés par des adultes bien sûr qui vont ramasser les déchets. Voilà. Bon, c'est déjà une formation citoyenne. Et donc, il y a déjà eu, au niveau de la Croix-Rouge de Barbezieux, il y a eu des équipes du lycée qui sont intervenues aussi pour accompagner différentes activités. Tout à fait. On a parlé beaucoup d'accompagnement et on n'a pas parlé de l'accompagnement des familles en deuil. On en parle parce que dans nos associations, c'est devenu quelque chose de. On est très souvent sollicité pour accompagner les familles. C'est une forme de pauvreté, mais c'est vrai que les familles souvent sont désarmées devant l'approche de la mort est là, donc on ne sait plus comment faire. Bon, il y a les pompes funèbres qui sont là bien sûr, mais après pour l'organisation et l'accompagnement, donc ça je pense que c'est devenu dans nos communes des choses qui sont devenues très très importantes. Voilà. Et alors ça nous aussi, évidemment, on est des personnes âgées et on voudrait bien que les plus jeunes
prennent le relais. C'est la difficulté dans toutes les associations. Une réalité importante aussi. Voilà. On voit bien qu'il y a des missions financières ou alimentaires, voilà, puis des missions plus d'ordre humaine, relation humaine. On a vu ça, on a vu ça, bien sûr. Alors, midi déjà passé, et on ne va pas arrêter de. Voilà. On a dit beaucoup de choses. En fait, il faut qu'on se pose un petit peu, laisser retomber un petit peu tout ce qu'on a pu partager, laisser la possibilité à ceux qui doivent partir de pouvoir partir tranquillement. Voilà. Moi, je vous propose qu'on fasse qu'on s'arrête un petit peu, qu'on se restaure, et puis qu'on reprenne ensuite nos échanges, peut-être justement en continuant, vous savez, comment est-ce que, avec nos paroisses, et les idées, on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut inventer, comment on peut relayer des appels au bénévolat. Peut-être on reprendra contact avec ceux qui ont témoigné pour dire on veut bien relayer un appel au bénévolat et avec telle ou telle condition, on a besoin d'en savoir plus. Et voilà, on va voir un petit peu ce qu'on fait de tout ça. Il y a beaucoup de matière, on va essayer de voir ce qu'on fait de tout ça. Encore un grand merci à ceux qui vont nous quitter déjà, à ceux qui ont parlé et ceux qui vont nous quitter, pour nous aider à découvrir nos regards les uns des autres. Voilà. Merci à vous d'avoir pris sur votre main de famille et d'autres engagements. On se retrouve à 13h ici, pour une heure, puis de toute façon les choses vont se faire.